Donc, Oui, bonjour à tous et bienvenue. Donc, ce soir, on a le plaisir d'écouter le docteur Gérard Scortecci qui va nous parler des implants obliques. bon, Christine, formidable. Et ce webinaire vous permettra d'approfondir vos connaissances sur cette solution qui est de plus en plus populaire et pour les patients qui ont besoin de remplacer des dents manquantes, donc en zone parasinusienne et parasymphysaire. Je vous demanderai à tous, avant de commencer la présentation, de bien vouloir éteindre vos micros pour éviter les interférences. Et puis, si vous avez des questions, vous pourrez bien évidemment les poser au docteur en direct à la fin de la présentation, où vous avez le chat qui est disponible également. Je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Merci beaucoup pour cette vraiment sympathique présentation. Donc, on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet parce que c'est en fait les nouvelles technologies qui nous sauvent. Il faut dire la vérité, because of this new technology. Et je vais faire un bref rappel historique des implants obliques, c'est-à-dire, comme vous le savez, on a l'habitude d'utiliser des implants axiaux de manière verticale. Et puis, il y a quelques années de ça, on a commencé en 91 à utiliser des implants axiaux de manière angulée au niveau des zones tubéro-ptérygoïdiennes. Et puis, Paolo Malo, dans les années 2000, a eu une idée très inventive d'utiliser des implants en les plaçant obliquement en zone parasinusienne, ce qui était aussi des implants obliques, mais ça n'avait jamais été exploité. Et ça, il faut le dire, on le doit à Paolo Malo. Nous, on a commencé à simplifier des situations complexes en évitant les comblements sinusiens. On sait très bien faire ça, on sait greffer, on sait prendre de l'os au crâne, tout ça dans notre service de maxillofacial, c'est quelque chose qui est, disons, un travail quotidien qui n'est pas un problème. Mais à visée implantaire, ces prélèvements, en fait, quand on fait des prélèvements crâniens, c'est souvent pour réhabiliter lors de très gros traumas de la face, par exemple un plancher de l'orbite ou tout ça, mais plus pour placer des implants. On n'a plus besoin de ça. Donc, je vais vous rappeler un petit peu le cheminement que nous avons fait. J'ai l'impression qu'elle, c'est pas une grande famille. Voilà. Sur les oreilles. Voilà. Je souhaite quand même associer à cette présentation ma jeune collaboratrice, donc Célie Gréco, qui utilise aussi ces technologies. Et elle est rentrée chez nous à l'âge de 29 ans. Et maintenant, ça fait 3 ans qu'elle est dans l'équipe, puisque pratiquement les implants obliques ont été brevetés en 2019. Avant, on utilisait des implants inclinés. Vous allez voir comment. Je vous fais un petit peu l'historique. Donc, les liens, bien sûr, c'est Victory. Victory qui est un leader en implantologie basale, leader mondial, qui est fabriqué par Straumann, qui sera encore fabriqué par Straumann jusqu'à la fin de l'année. Straumann ne souhaitant plus faire ce qu'on appelle de la sous-traitance, nous a demandé, nous a prévenu qu'elle ne le ferait plus. Donc, nous avons maintenant une usine en Savoie qui continue à prendre le flambeau. C'est une technologie française et nous comptons ne pas perdre ce savoir-faire. J'utilise aussi la Vatec pour la 3D. C'est un super outil de 3D. Hein. J'utilise la Vatec maxillofaciale qui nous permet de bien localiser les zones zygomatiques, ptérygoïdiennes, etc. Et en greffe osseuse, depuis maintenant 3 ans, nous utilisons un procédé israélien qui s'appelle Ivorigraphe, qui est d'origine d'ivoire. Et vous savez que l'ivoire a un potentiel ostéogénique fantastique, puisqu'on sait que lorsqu'il y a des traumas dentaires, il y a la possibilité à la racine dentaire de s'ankyloser, donc il y a une attraction, c'est un véritable aimant à tissu osseux. Donc voilà les liens que j'ai donc avec ces compagnies. Donc l'autre chose, c'est que j'ai été nommé de 2013 à 2017 président ICOI, mais surtout de 2016 à 2018, je fais partie des gens qui ont parlé des périimplantites de manière officielle, puisque la FDI fait partie de l'OMS. Donc, c'est important. Je vois que beaucoup s'expriment dans les périimplantites, mais en fait, il y a eu 7 experts mondiaux dont j'ai fait partie. Et donc, on parlera aussi des périimplantites parce que vous verrez que tous les implants que nous utilisons, tous
hein, depuis des années, maintenant plus de 30 ans, je n'utilise que les surfaces lisses. Je refuse d'utiliser les surfaces rugueuses, même si elles donnent de bons résultats. Donc, de 1991 à 2019, 1991, ça a été la première mise en place des implants tubéro-ptérygoïdiens. Et après, les symphysaires un peu plus tard. Et ça, on a utilisé le savoir-faire qu'avait initié Paolo Malo. Donc, vous voyez que ça, ce sont des cas cliniques donc, à la mandibule, mais ce sont des implants transverses, inclinés, mais il n'y a pas de rattrapage d'angle. Voilà des cas qui ont été réalisés. Le haut, c'est Laurent Serre qui a fait ce haut qui a maintenant plus de 15 ans, presque 20 ans, qui marche très, très bien. Puis la patiente habitant Nice a souhaité que je fasse le bas. Vous voyez que j'ai mis des implants inclinés, voilà, ici. Et là aussi, ce sont des implants inclinés, il n'y a pas de problème. Un autre exemple, je ne sais pas, il y a des interférences. Voilà, merci. Ça, c'est une patiente, c'était une Allemande qui habite notre région. Elle est venue, donc, il y a, je crois que c'est en 2015 qu'on a fait ce travail. Il n'y avait pas encore les implants obliques, mais on utilisait les implants inclinés. Donc, il y a eu extraction. Vous voyez que les zones sinusiennes ici sont très basses, il y a très peu d'os. Il n'est pas question. Regarde, on va jamais poser des choses comme ça. Elle ne veut pas de. Quand Il faut fermer vos micros parce que Demain, après je des vous heures. entends chatter, il faut peut-être les fermer. Voilà, donc voilà comment à l'époque j'avais résolu c'est une personne massive hein, qui fait beaucoup de sport et qui habite l'Allemagne et la région de Monaco. Donc elle m'a été adressée par une collègue ici, donc j'avais fait cette reconstruction à l'époque et puis elle a terminé le bas. Tout se passe à merveille. Alors, de 2019 à 2023, il y a 4 ans, c'est sorti un nouveau brevet que j'ai mis au point d'ailleurs avec toute l'équipe d'Antogir, avec les ingénieurs d'Antogir qui ont sorti ce que j'avais demandé. Ce sont mes plans, c'est moi qui ai fait le premier prototype. Et ça permet de résoudre des problèmes dans les régions ptérygoïdiennes, parasynusiennes et symphysaires. Donc, le système, c'est ça. On a un rattrapage d'angle à 51 degrés. Et l'avantage de cette technologie, c'est que en fait, on va le placer comme un implant droit, voyez, avec un clic octogonal. Hein, on va se mettre avec ce clic ici, hein, et on va le placer. Mais il faut utiliser des clics très courts. Sinon, on ne peut pas travailler en reverse dans les zones, en particulier à la mandibule et même au maxillaire, parce qu'on va travailler en reverse. Voilà ce cas clinique, un cas clinique comme ça très compliqué. C'est une patiente qui pose quelques problèmes. Je crois que ça n'a pas été enregistré, mais enfin, on le verra après. Moi, je l'avais opéré il y a 31 ans. Il y a 31 ans, j'avais mis tout ce matériel. Il y a 15 ans, j'ai dû changer un implant ici, puisque ça, c'est un fractal. Ça, ce sont des implants structure. C'est le seul implant que j'ai dû changer. J'ai dû changer un implant axial, ce qui m'a obligé à refaire tout le bridge. Et à la mandibule, elle a bien sûr un appareil avec des attachements. On voit bien que l'appareil est en train de défoncer carrément le toit du nerf alvéolaire inférieur. Elle a des douleurs à n'en plus finir. Et franchement, c'est très difficile ici d'aller mettre des plaques sur les côtés, puisqu'on a des moyens, parce qu'il faut détourner le nerf. On va obligatoirement le comprimer en mettant des implants. Donc, la stratégie, elle est différente. Je vais vous la montrer. Dans des cas comme ça, il faut toujours faire ce qu'on appelle une analyse bénéfice-risque. C'est-à-dire, je vous rappelle que l'implantologie n'est pas une médecine d'urgence et donc on regarde l'âge, c'est très important, les moyens financiers, voir si la solution conventionnelle de l'appareil en bas à attachement, eh bien, elle peut perdurer. Vous verrez que dans le cas que je vais vous montrer, c'est plus possible. On voit aussi la profession, c'est important comme prise en compte, savoir si les gens sont à la retraite, s'ils sont actifs. Le statut médical et psychique, vous verrez qu'on a des gens qui sont dysmorphophobiques et bipolaires aussi à gérer, que ce n'est pas facile. Les addictions, tabagisme, drogue. Alors aussi, quand vous verrez que j'ai pas mal de patients qui viennent de très très loin, j'ai des patients qui viennent de l'autre bout de la planète, Tahiti par exemple, où j'ai opéré des gens de Los Angeles qui sont venus, c'est loin, c'est vraiment très loin. Donc l'éloignement, ça veut dire que quand vous allez équiper, il faut équiper de manière solide et pas avoir des retours.
On a des gens qui sont des bruxomanes paroxystiques. Ce sont des gens que nous sommes pratiquement condamnés à éliminer parce qu'ils sont dangereux. Ils vont peut-être casser tout le matériel. Donc, on se méfie terriblement de ce genre de patients. L'hygiène, la paro, tout ça, ça rentre en compte. Mais aussi, dans la décision de l'outil de travail, ce qui compte aussi, c'est votre expérience personnelle. Combien vous avez fait d'heures de vol avec tel ou tel type d'instrument, et aussi le laboratoire. On s'aperçoit que le savoir-faire praticien et laboratoire, c'est extrêmement important pour la réussite du projet. Enfin, la coopération du patient, on va en parler, l'accessibilité, une chose qu'on néglige beaucoup. Moi, je viens d'être à la tête du nouveau diplôme universitaire d'implantologie guidée maxillomandibulaire, où on a une équipe formidable de jeunes qui sont très, très forts en mise en place du guidage. On a aussi la navigation dynamique, mais l'accessibilité, c'est-à-dire l'ouverture buccale pour pouvoir rentrer tout ce matériel dans la bouche, y compris après les forêts, tout ça. Donc, l'accessibilité, ça fait partie des choses qui vont vous faire renoncer parce que à telle ou telle technique, parce que ce n'est pas accessible, vous n'y arrivez pas. Enfin, très important aussi, les exigences esthétiques excessives de patients. Ce sont les patients dits dysmorphophobiques. Je pense qu'il faut renoncer avec ces gens-là. Ils ont des attentes surréalistes. Méfiez-vous quand vous faites un mock-up, hein, vous essayez de les attirer en leur faisant un beau montage, quelque chose de très joli, vous prenez même des photos de mode, ça va se retourner contre vous parce que le patient va prendre des photos et va aller dire « Ah, mais c'est ce qu'on m'a promis ». Et véritablement, j'en ai eu encore la preuve cet après-midi, une personne qui demande l'impossible, quoi, qui arrive, elle ne se rend pas compte ni de l'âge, ni du chaos qui règne dans sa bouche, et elle demande l'impossible. Et malgré tout, les réseaux sociaux sont là pour foutre la pagaille et tromper les gens de plus en plus. Enfin, l'aspect réglementaire et médico-légal, il faut voir si les patients sont âgés, sont sous tutelle, et bien sûr que le matériel que vous utilisez en France doit avoir le marquage CE obligatoire. Les moyens, donc les moyens, il faut se les donner. Hein, on fait une analyse 3D, on monte un articulateur, l'orthodontie préimplantaire a son mot à dire aussi, les guides chirurgicaux, navigation dynamique, il faut voir si ça c'est utilisable. Est-ce qu'on va faire sous anesthésie locale ou anesthésie générale? Est-ce qu'on va passer d'abord par une prothèse traditionnelle? Et puis on décide à la fin de faire l'implantologie. Alors, est-ce qu'on va faire des greffes préalables? Est-ce qu'on va d'abord changer le terrain? Vous verrez que ça fait partie de ces possibilités. Mais nous, on a une approche complètement différente avec les implants obliques. Vous verrez qu'on ne fait jamais, nous, de greffe, très rarement, je ne dis pas jamais, très rarement de greffe préalable. On préfère faire des greffes périmplantaires pendant la chirurgie, c'est-à-dire on place le matériel et après on va combler. Voilà, c'est plutôt ça que nous allons faire. Donc après, il faut voir si on fait une prothèse immédiate, c'est-à-dire mise en charge immédiate ou différée. Est-ce qu'on utilise des implants anatomo-physiologiques ou est-ce qu'on greffe tout le temps? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme matériau? Essentiellement, en implant, c'est soit le titane, soit les implants zircon, sachant que les implants zircon que j'ai connus il y a moultes années avec Sami Sandaus, ils reviennent, c'est une revisitation de ce procédé et on en connaît les limitations. Je ne vais pas aller me battre contre ces implants. Ils ont des indications, utilisez-les si vous les aimez, mais on connaît les limitations, on ne peut pas les utiliser en implantologie angulé, par exemple, avec rattrapage d'angle, c'est tout simplement technologiquement aujourd'hui impossible. Les matériaux prothétiques, eh bien, essentiellement, on utilise le PMMA, le Zantex, grâce à Thierry Journeau, le full zircon, mais le zirconzane, attention, dans les full zircon, j'ai eu des fractures de bridge complet parce qu'on a changé de fournisseur. Hein, on a quitté notre ami Steiger et pour passer à des fournisseurs dont la qualité sur les grosses reconstructions n'était pas au rendez-vous. Donc, on a eu des casses, il a fallu refaire, tandis qu'avec le travail d'Enrico Steiger, on n'a jamais eu d'ennui en plus de 15 ans. Donc, on revient à nos fondamentaux. Le chrome cobalt aussi, qui a toujours son mot à dire. Donc, toujours faire un wax-up, mock-up, et le mojo, qui est une approche pour l'occlusion. Vous pouvez utiliser ça si vous savez le manipuler. Tous ces logiciels coûtent extrêmement cher, mais si vous savez faire, faites-le. Alors, les techniques, la tactique chirurgicale est très importante aussi. Qu'est-ce que ça veut dire la tactique chirurgicale? C'est-à-dire qu'avant, vous devez par écrit, je dis bien,
faire le découlé de votre chirurgie avec toute l'instrumentation que vous allez utiliser. Nous, on fait toujours l'activation ostéogénique. On n'a jamais arrêté de la faire, on continue à la faire. Ça améliore la vascularisation initiale, qui est la clé de l'ostéo-intégration. Et enfin, le séquentiel implantologique, vous verrez qu'il n'est pas évident. Il n'est pas du tout évident. Je dirais même qu'il est contre-intuitif. Alors, le tracé d'incision, j'ai expliqué à mes élèves comment éviter dans les atrophies extrêmes, comme je vous ai montré tout à fait au début, éviter le nerf alvéolaire inférieur. Et là, l'idée, c'est de placer les implants obliques avant d'extraire des dents, dans le cas que je vais vous montrer, et pour avoir justement dans votre mire l'espace prothétique grâce au maintien des dents jusqu'à leur extraction. Alors, il s'agit de Claudette, 84 ans, bon état de santé physique, elle est indestructible. C'est une militaire à la retraite, hein, elle a été, je crois, jusqu'au rang de commandant ou de colonel, mais elle est dysmorphophobique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle a des attentes complètement surréalistes. Elle a refait faire le haut que je vous ai montré, j'ai dû le refaire 5 fois avec un lauréat meilleur ouvrier de France. Hein, elle a épuisé Bernard Bourbon et Pierre Cazu, qui étaient tous les deux lauréats meilleur ouvrier de France. Et bipolaire, c'est-à-dire quand elle sortait, c'était parfait, et quelques jours après, elle nous retéléphonait, il fallait tout refaire. Alors, on s'est fait avoir 4 fois, on a refait 4 fois, puis après, stop, on a arrêté, et maintenant, avec l'âge, elle s'est apparemment calmée. Donc, voilà la situation. Donc, la situation, c'est ça. Vous voyez qu'ici, il y a l'émergence du nerf alvéolaire inférieur, ici, pareil. Donc, l'idée, c'est de placer le matériel. Mais, dans la tactique, on n'extrait pas les dents. Et vous allez voir pourquoi on n'extrait pas les dents. Voilà, donc on fait ça, puis on fait ça, puis après on extrait les dents, seulement après. Pourquoi? Parce que ça nous a permis de nous spatialiser. Vous allez voir sur un cas concret encore plus compliqué que celui-ci. Et puis après, c'est une mise en charge immédiate, on prend l'empreinte. Et voilà Dominique, 73 ans, non fumeuse, phobique, ça veut dire qu'elle a peur, hein, il faut la prémédiquer, soit on fait venir notre ami Claude Choucroune pour faire une sédation intraveineuse et puis des PRF par la suite. Bon, en plus, elle m'est adressée par un confrère parisien, donc il faut tout organiser, et elle a une mandibule préfracturaire. Voilà la situation. Ça, c'est en 2019, puisque tous les cas que vais vous montrer sur les implants obliques, les autres implants angulés, on a un recul de pratiquement 30 ans sur les ptérygots. Mais sur ceux-là, sur ce système-là, on n'a que 4 ans de recul à ce jour. 4 ans de recul. Mais grâce à ça, on va passer une difficulté majeure. Parce que là, c'est très difficile de placer une plaque. Si on veut placer une plaque, il va falloir déplacer le nerf alvéolaire inférieur. J'ai un film là-dessus, je l'ai montré, et peut-être aussi celui-ci. Donc, on va éviter de faire ça sur cette patiente phobique, bien qu'elle soit prémédiquée et sédée par voie intraveineuse. Voilà ce qu'elle porte. Je crois que c'est notre ami Citruc à Paris, docteur Citruc, qui me l'avait adressé. Lui, il avait fait ce système ingénieux, je dis bien ingénieux, parce qu'il y a des douleurs terribles. Hein. La mandibule, elle est préfracturaire ici, elle peut casser, Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a englobé les dents pour limiter l'enfoncement. Alors, ça peut être pour vous un sujet d'étonnement, mais finalement, ce n'est pas si mal que ça. Et grâce à ça, ça fait comme une gouttière en permanence. Voilà ce qu'elle a. Et ce que vous voyez ici, ça s'appelle le SMIC, ça s'achète en pharmacie. Et le patient ou le dentiste peut le découper, le changer à volonté, parce que ça s'enfonce et ça évite des douleurs horribles puisqu'elle ne dort plus. Elle est allée voir des ostéopathes parce que, soi-disant, elle ne peut plus positionner, vous connaissez ça, positionner sa mandibule. Elle souffre le martyre. Donc, voilà la situation. En haut, elle a une prothèse amovible totale. En bas, elle porte ce carcan. Et donc là, voilà, donc elle est sous sédation intraveineuse. Je l'ai fait en ambulatoire, je ne l'ai pas mis sous anesthésie générale. En plus, elle a une déviation de la cloison nasale, vous voyez, il faut l'intuber nasalement, ce n'est pas facile. Donc là, voilà. Alors la tactique, d'abord, c'est l'incision ici. Ne pas attraper le nerf alvéolaire inférieur quand vous allez inciser, parce qu'on va bien sûr inciser et dégager. Et très important de suivre la bandelette de gencive attachée. Si vous ne la suivez pas, vous allez taper sur le nerf. Si vous la suivez, vous n'allez jamais toucher le nerf, car la gencive attachée, crestale, ne s'attache jamais au niveau de l'orifice du nerf alvéolaire inférieur. Ça, c'est un secret que Pierre Doms m'avait donné. Pierre Doms, chef de service à l'hôpital de Scarbeck à Bruxelles, qui a été mon bon maître. Et là, l'idée, c'est de ne pas extraire les dents tout de suite,
parce que si j'extrais les dents tout de suite, ça va saigner. Et donc, je ne vais plus y voir. Et je vais perdre aussi ma spatialisation. Parce que là, mettre un guide dans cette zone, et vous allez voir le geste chirurgical qu'on fait, c'est totalement impossible. On peut peut-être avec la navigation, mais la navigation dynamique, comme le fait Jacques Vermeulen, mais certainement pas avec un guide physique. Donc d'abord, très important, cet outil. Cet outil, c'est une fraise diamantée. À quoi elle sert? Voilà, vous pouvez prendre la marque de cette fraise. Hein, vous l'achetez donc chez NTI, gros fabricant allemand de fraises. Très important. Elle va nous servir à fabriquer, voilà, à grande vitesse, quand on va ouvrir. Hein, on ouvre bien sûr, c'est un full flap, mais on n'ouvre pas énormément. On ouvre juste sur quelques millimètres pour bien dégager la crête. On va se fabriquer un fourreau osseux. Ce fourreau osseux est très important parce qu'il va nous éviter de déraper. Alors, je vous signale malgré tout que pour qu'on puisse utiliser un implant crestal, quel qu'il soit l'implant crestal, que ce soit un étroit, un implant titane, un implant céramique, ce que vous voulez, il y a une règle très simple. Hein. Il faut diamètre implant plus 2 mm. Si vous n'avez pas le diamètre de l'implant plus 2 mm, ce n'est pas la peine, ça ne marchera pas. Alors, si vous ne l'avez pas, vous dites, je vais faire de la ROG, je vais remblayer avec du bio-os, avec de l'ivory, ce que vous voulez. OK, vous faites de la ROG préalable, ou alors vous faites une autre technique. Tout ce que je vais vous montrer, j'ai diamètre crestal qui fait diamètre de l'implant plus 2 mm, dans tous les cas. Ça, c'est la base. Et qu'est-ce que je projette? Eh bien, je vais passer mon premier implant en laissant la canine. Je m'en fiche si je vais toucher la racine, ce n'est pas un souci. Je vais placer d'abord mon premier implant. Ça, c'est la tactique. La stratégie, je la connais. Hein, j'ai expliqué comment. Je vais éviter, bien sûr, de mettre des implants, plaques et tout ça. Je sais que ça ne marchera pas. Je vais mettre après mon deuxième implant. C'est très important, ce séquentiel. Je garde toujours les dents parce que si j'arrache tout, d'abord, je vais casser des morceaux d'alvéoles, ça va saigner, je vais perdre un temps fou. Là, ça ne saigne toujours pas. C'est quand même une patiente âgée qui reçoit des prémédications. On ne les a pas arrêtées. Hein, elle continue à prendre elle prend de l'aspégique ou quelque chose. Je n'ai pas fait arrêter. Voyez où est l'émergent. Donc, je vais placer mon deuxième implant. Et puis après, troisième acte, je vais enlever 5 dents, mais je vais garder celle-ci. Pourquoi? Parce que celle-ci, elle est parfaitement droite et je vais me garder un visuel pour être toujours dans l'espace prothétique. Comme je n'ai pas de guide, je n'ai rien, je ne vais pas tout éliminer. Sinon, je ne sais plus où je suis perdu là. Hein, c'est comme un skieur, il y a du brouillard, il ne sait plus où on est, il n'y a pas de poteau pour le ramener sur la piste, il finit dans la falaise. Donc là, je vais l'enlever, ça, je vais le garder. Donc, voilà, je vais mettre l'implant en 4, le quatrième ici, voilà. Le cinquième, je vais mettre celui-là, puis celui-là, et à la fin, je vais extraire celui-ci. Mais l'avantage de l'avoir gardé, c'est que j'ai pu me paralléliser et rester chaque fois dans l'espace prothétique. Vous le savez tous, j'étais prothésiste dentaire avant de faire mes études médicales, et pour moi, le projet prothétique, c'est majeur. Vous pouvez être un super chirurgien, super paro, tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas dans la tête le projet prothétique, il va y avoir une grande déception au final. Donc, après, on a comblé, bien sûr. Là, on a mis du biomatériau, on a mis de l'ivory ici. Donc, j'ai fait du comblement parce que ça dépassait un petit peu par endroit. J'étais juste rasette 1 mm et des fois 0,5. Donc, j'ai comblé avec l'ivory. On a fait donc de la ROG péropératoire. J'ai vu que Georges Coury faisait à Wendelsplay présenter justement ces augmentations de crête. Il est très habile. Il a marqué, j'ai trouvé ça très intelligent, il a marqué chirurgie pré- et péropératoire. Péropératoire, c'est pendant la chirurgie. On va tout ouvrir, bien sûr. On va tout ouvrir. Donc, voilà le projet. Après, on prend une empreinte toute simple et on crée un bridge titane avec des préformes titane, des T-bases, chrome cobalt et PMMA. Voilà la fin de la chirurgie. Donc, ensuite, vous voyez que tout est parfait. On a extrait les dernières dents. On prend l'empreinte.
c'est en fait l'empreinte. Voilà les dents qui ont été extraites. Ici, il y a un petit apex qui a été cassé, il a fallu aller. Vous voyez, il y a des aventures quand même. On voit que les dents ne sont pas conservables, bien entendu. Là, voilà en fin de chirurgie, en fin d'empreinte d'ailleurs. Voilà le résultat de la panneau. On a mis des prolongateurs et 48 heures après, on lui a mis un bridge titane chrome cobalt PMR. Et puis cette dame, très contente, hein, ça c'est à 72 heures, la voilà, elle repart à Paris, tout va bien, elle a plus mal, c'est fini, hein, la compression du nerf alvéolaire c'est terminé, elle commençait à avoir une perte de la sensibilité labiale du côté droit, c'est tout revenu, c'est tellement heureuse qu'elle vient faire le haut, donc j'ai fait le haut aussi, hein, c'est pour vous montrer la proximité du nerf alvéolaire inférieur, pas de perte de sensibilité de la lèvre, ça on le sait dès le lendemain, tout va bien, voilà le résultat. Le scan nous montre comment l'agencement de le nerf alvéolaire inférieur passe ici, bien entendu. Là, on va s'ancrer de cortical à cortical, quelque chose de très solide. On a mis des prolongateurs ici. Là, il y a un prolongateur pour arriver à être supragingival. Voilà la situation. Eh bien, elle revient pour qu'on lui fasse le haut. Donc, on a fait le haut. Même technologie. Donc, on est à 4 ans. Et on a mis le bar transpalatine parce que le haut était très fragile. On a utilisé aussi des obliques ici paraciliens, là et là, et des ptérigots. Donc là, voilà, terminé. Ça nous a pris une demi-année pour tout faire. C'est de la mise en charge immédiate. Elle est repartie à Paris et elle est revenue 6 mois plus tard pour faire le haut, juste avant la Noël, je crois. Et elle nous a dit, écoutez, je suis tellement bien, mais non, on a fait le haut. Donc, elle nous a envoyé plein de monde. Voilà. Voilà Francis, maintenant, 64 ans, fumeur, plus de 40 cigarettes par jour, hyper stressé, parodontite agressive et phobique. Alors lui, il s'occupe en Corse de faire tous les supermarchés, tout ça. C'est un mec qui est dans le business. Il n'arrête pas de bosser, il dort très peu, il dort je ne sais pas combien d'heures la nuit. Donc le voilà dans cet état. Et voilà, parodontite agressive, hein, ça c'est le tabaco, on le voit bien. En haut, pareil, hein, donc on va gérer le haut, le bas. Et les côtés, ici et ici, eh bien, c'est des implants que j'avais placés il y a une dizaine d'années qui n'ont jamais bougé, 10 ou 12 ans. C'est du fractal que j'ai fait après avoir fait activation ostéogénique et fractal lift. Et ici aussi, voilà. Là, il y a des implants ici que j'avais placés, que je n'ai pas touchés. Et puis, voilà la technologie. Donc ici, on commence avec cette fameuse fraise. Vous voyez, là, c'est un prolongateur israélien. Malheureusement, on ne le trouve plus sur le marché. C'était bien utile. Voilà, on met la première. J'ai pris une RVG derrière pour vous montrer le directionnel. Vous pouvez changer de direction si vous voulez. Et puis après, on place un forêt. Voilà. On prend un forêt pilote court. Hein. On ne prend pas un ptérygoïdien. Vous voyez qu'on a la difficulté. Comme je vous dis, vous ne pouvez pas placer un guide. C'est impossible. Impossible. Et puis voilà l'implant. Alors l'implant, il faut le mettre avec un clic court. Voilà le système. Donc une fois désamorcé, vous allez le mettre avec comme ça. Et puis le voilà dans cette position. Et il faut bien regarder l'œilleton. Vous voyez l'œilleton ici, c'est l'opercule qui se trouve. Cet opercule-là, il doit apparaître exactement. Vous faites tourner jusqu'à ce qu'il apparaisse sur la crête. Quand vous le voyez arriver sur la crête, l'assistante le voit arriver sur la crête, hein, vous avez avec la clé à clic, je vais vous montrer, vous l'amenez sur la crête, vous devez le tourner très légèrement de quelques degrés en lingual ou en palatin. Voilà, ça c'est la façon, alors vous voyez qu'on prend un clic court, hein, il existe des clics beaucoup plus longs, mais là on prend un court, sinon on ne peut pas travailler, voilà, là on le sort en reverse, on va le sortir en reverse, le voilà, comment on le place. Vous voyez qu'il faut un cours, sinon vous n'arrivez pas. Vous ne pouvez pas mettre un guide. Et quand ça va tourner, ok, on va le terminer. Vous le voyez tourner ici. Il est presque en position, pas tout à fait. On va maintenant, avec la clé à cliquer courte, la clé à clic courte, on va le faire tourner tout doucement. Il y a une formation ici, on fait des formations là-dessus. Et il faut que cet opercule, vous voyez, il est légèrement vestibulé. Il doit arriver très légèrement, voilà, à peu près ici. Hein, pas plus. Voilà. Et une fois que vous êtes arrivé, on le démonte. Vous voyez, on prend un tournevis magique ici. Hein, on le démonte tout doucement. Et le voilà en place. Le voilà en place. Et on a gardé les dents pour l'instant. On va faire pareil de l'autre côté. C'est la même histoire. Ça, c'était le côté droit. Côté gauche, pardon. Voilà, côté droit, pareil.
Ça nous permet de voir par rapport au nerf alvéolaire inférieur. Il est là, le nerf alvéolaire inférieur. On peut changer la position si on veut. Voilà donc le travail fini. Donc, voilà, le bridge a été posé. Et puis, on a fait aussi, par la même séance, on a fait le haut. On a enlevé, vous avez vu les dents dans quel état elles étaient. Donc, on a fait le haut. Voilà. Donc, voilà la situation. Alors, ça, c'est notre cas. Michel, bonne santé, non-fumeuse, édentée depuis 30 ans. Depuis 30 ans, elle porte un dentier haut et bas. Et elle vient uniquement pour le bas. Hein, voilà. Le haut, impeccable. Vous voyez, on pourrait faire le haut, on sait le faire en basal. C'est le bas. Ben là aussi, émergence du nerf alvéolaire inférieur ici, ici. Est-ce qu'on va mettre un disque? Ça nous arrive des fois de rajouter un disque derrière. Ça nous arrive. Ici, on n'a pas besoin. Voilà. Vous voyez, pareil, on fait le fourreau avant. On va jusqu'à la basale pratiquement ici. Pareil de l'autre côté. Et voilà le travail. Voilà. Alors, ça, c'est un cas terrible. Hein. Ça, c'est Émilie, 29 ans, toute jeune, fumeuse, lourd passé bucco-dentaire. Donc, elle a fumé à peu près toutes les herbes possibles et imaginables en dehors de l'herbe anico. Caries multiples, phobique. Maman de 2 magnifiques petits-enfants, divorcée, remariée, a fait une vie chaotique. Et puis, tout d'un coup, elle s'est arrêtée de fumer. Elle s'est prise en charge. Donc, on a fait d'abord... on l'a fait extraction des dents, on l'a mise sous un appareil complet haut et bas. Elle a très bien supporté le haut. Elle m'a dit de toute façon, je n'ai pas les moyens. J'ai dit un jour, on vous le fera dans le cadre de la fac dentaire. Mais pour l'instant, elle est tellement bien avec le haut qu'on est resté comme ça. Donc voilà le bas. Voilà le bas que nous lui avons fait. Pareil, vous voyez les émergences, elles sont là. Elles sont là. Est-ce qu'on aurait pu mettre une plaque ici? On a des cas où on a prolongé avec autre chose. La voilà maintenant, 3 ans après, 4 ans après. Voilà la situation. Mireille, 81 ans, nauséeuse, bonne santé générale, lourd passé dentaire. Alors le bas, chez elle, a été réalisé il y a 18 ans. C'est une dame qui est dans le business de l'art, mais à un très haut niveau, qui habite Monaco, qui a de gros moyens et qui ne supporte pas le dentier. Et donc, qui a la nausée, son bridge a cassé, son dentiste a essayé de garder les dents, puis finalement, elle passe par le dentier. J'ai refusé de faire extraction implantation, et donc j'ai attendu que ça se remette en route. On a fait activation ostéogénique ici, comme on a l'habitude. Le bas, eh bien, vous voyez, ces implants-là sont là depuis des années. Hein. C'est son dentiste d'ailleurs qui me l'avait envoyé pour le bas, parce qu'il avait essayé de mettre des implants axiaux qu'il avait perdus. Ici, ben, c'est du lisse, on n'a pratiquement pas de périimplantite, un tout petit début ici, parce que c'est une grosse fumeuse qui finalement s'est arrêtée. Ça, c'est un Fratex. On n'a pas de souci. Et finalement, on va s'attaquer au maxillaire après activation ostéogénique. J'insiste là-dessus. Voilà la situation quand même. Hein. Vous voyez que là, on est carrément dans le sinus. On a un os. Alors, en plus de ça, vitamine D, complément alimentaire. Hein. On fait de la médecine. Hein. On ne fait pas que de la menuiserie. Dans l'autre côté, c'est pareil. Tant que mon ostéotenseur rentre dans la biscotte, je n'opère pas. Voilà le cas terminé. Donc, eh bien, finalement, on a équipé ça de manière solide. Vous voyez que depuis ici, la périimplantite, comme il y a une espèce d'équilibre qui s'est créé, l'appareil du haut bougeait dans tous les sens. Et là, maintenant, elle a une mastication tout à fait apaisée. Hein, et on a regagné de partout. On n'a pas perdu un micron d'os ici, rien du tout. Là, c'est pareil. Hein, donc, 2 obliques ici, 2 obliques. Ici, un ptérygo, un autre ptérygo. Voilà. Alors, ça, c'est que des cas d'implantation totale, mais quel est l'intérêt aussi à l'implantation partielle avec les implants obliques? Eh bien, je vais vous faire voir que c'est un intérêt quand même assez substantiel. Ça, c'est Josie, elle a 74 ans. Elle est HIV, trithérapie. C'est vraiment ce que j'appelle une vraie rebelle. C'est-à-dire, elle continue à fumer, elle ne supporte aucun appareil, et elle est envoyée par une copine qui finalement la traîne chez moi, et on va lui faire donc de la partielle. Voilà la situation. Situation catastrophique. Pourquoi? Parce qu'elle ne porte rien. Hein, elle a des explications. Elle a dit on m'avait mis un petit appareil, j'ai perdu cette dent, après celle-là, donc maintenant elle ne veut plus rien. Regardez ici,
terrible. Donc, on a fait activation ostéogénique des deux côtés et j'ai équipé d'abord ce secteur-là parce qu'elle a dit « Oh, mais ça va, jusqu'à la prémolaire, ça ne me gêne pas. » C'est l'esthétique, vous savez. Moi, je mange avec ça. Hein. J'ai dit « Ok, donc on a fait ça. » Voilà. Vraiment, une zone difficile, un oblique ici, un ptérygo ici. Et puis, entre-temps, on a fait, regardez le résultat de l'activation ostéogénique ici. C'est absolument incroyable, sans rien mettre, hein, pas de biomatériaux. On était comme ça. Hein. On est devenu comme ça. On a fait confiance à Itzhak Binderman. Je suis invité à l'université de Tel Aviv le 15 mai prochain pour parler de ça. Et c'est Itzhak qui a exigé que je sois conférencier à cette prestigieuse université. Donc, le 15 mai prochain, lundi, je présenterai des travaux sur du long terme. Donc, voilà le résultat. Entre-temps, bien sûr, j'ai équipé. Pas de mise en charge immédiate ici. Pas de mise en charge immédiate ici non plus, puisque elle était comme ça depuis 6-7 ans sans appareil. C'est quelqu'un qui est difficile à gérer sur le plan psychologique, mais ça a été quand même un bon résultat. Je l'ai vu sourire vraiment au bout de quelques mois, hein, parce que jamais un sourire hier, ah, ça fait mal, c'est dur, c'est cher, tout ça, enfin bref. Donc finalement, la voilà, équipée complètement, hein, avec un rétablissement de la fonction et maintenant des grands sourires et une vraie confiance, une véritable confiance. Alors ça, c'est pour vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on regarde ça, là. On se dit, mais les implants se croisent. Hein, on va regarder ici, est-ce qu'ils sont dans l'os? Eh bien, heureusement, on a le Conbeam Vatek, là. On va regarder, ben, ils sont vraiment dans l'os. Hein. On est dans un carrefour osseux et c'est grâce à ça qu'on résiste, bien que ce soit de la mise en charge différée. J'ai attendu 6 mois. Moi, je ne suis pas pour me casser la tête. J'ai une très grosse activité. Vous voyez, là, cet après-midi, j'ai fait des implants depuis ce matin. Je n'ai pas arrêté de bosser. Donc, ce soir, on a le Zoom. Mais je ne veux pas être embêté par mes propres patients parce que j'ai mal évalué le terrain où j'ai voulu faire des choses qui auraient pu être évitables, qui étaient évitables. Là, on va regarder un cas terrible. Ça, c'est malheureux parce que Domenica, 56 ans, 6 ans auparavant, on lui a fait ce qu'on appelle un massacre à la tronçonneuse. Hein. On lui a fait donc, on lui a extrait 46, 47, 45, alors qu'il n'aurait jamais fallu extraire ses dents. On lui a fait extraction et ROG, qui s'est complètement infecté. Donc, cette ROG s'est infectée. Elle a eu une ostéiste post-opératoire qui a été méprisée par le champion qui a fait ce travail-là, puisqu'il est connu, hein, très, très connu. Vous regardez les réseaux sociaux, on n'entend que lui. Hein. Altération du nerf alvéolaire inférieur. Bon, naturellement, tout ça, c'est partie médico-légale, enfin, c'est compliqué. Perte de la sensibilité de la lèvre, sensation de brûlure permanente. Elle prend des antalgiques et des antidépresseurs. La voilà avant le désastre. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du collègue pour enlever tout ça. Je ne comprends pas encore aujourd'hui. Pour moi, c'est un mystère. C'est pareil. Ça, c'est en place depuis 25 ans chez elle. Est-ce que c'est une envie d'augmenter le chiffre d'affaires? Est-ce que c'est la patiente qui est venue qui a dit « Ah, là, s'il faut refaire, on voit le métal, etc. » Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas voulu interroger là-dessus, mais voilà ce que ça a donné. Hein. Tout ça, c'est parti à la poubelle. Et là, on attaque, bien sûr, la paroi supérieure du nerf alvéolaire inférieur avec une terrible ostéite qui a mis des mois pour se régénérer, pour céder. Je l'avais tout le temps, elle prenait des antidépresseurs, des anti-inflammatoires, des antalgiques, enfin, l'horreur totale, hein, bien sûr, la cortisone et tout ce qu'on veut. Et puis, finalement, ça finit par guérir. Et le nerf alvéolaire inférieur, maintenant, il est là, il est guéri, c'est fini la paresthésie. Et j'ai mis ce type de prothèse en PMMA, titane, et pour l'instant, elle est heureuse comme tout. Peut-être ici, je pourrais mettre un disque ou peut-être on peut faire une extension, mais le mieux est l'ennemi du bien. Pour nous, c'est affaire réglée, classée, on n'en parle plus. Voilà, c'est fini, ça s'est régénéré, l'ostéité est partie et on a retrouvé la sensibilité de la lèvre. Ça nous a pris quand même 2 années de travail acharné puisque je l'ai opéré en 2019. Après, il y a eu le Covid au milieu, pas en mise en charge immédiate, bien entendu. Là, on a terminé. Je l'ai revu il y a à peu près 4 mois et c'est rentré dans l'ordre. Alors voilà, Pierre, 81 ans, bonne santé générale, colonel d'aviation à la retraite, édenté à l'âge de 34 ans, ne supporte pas son dentier, hein, sa prothèse totale du haut. Et en plus, il a une parodontite évolutive, non fumeur.
un type qui fait 1,90 m, bien solide pour son âge, et qui arrive dans cette situation-là, qui ne supporte pas son dentier. Donc, on a fait activation ostéogénique. Et dès qu'on a commencé à mettre des dents en haut, ben, le bas s'est fragilisé. On a fait un brise-zircone, parce qu'il voulait un brise-zircone au bout de 2 ans. Et voilà la situation en bas. En bas, on a perdu un implant qu'on a remplacé. Vous voyez, heureusement, j'avais fait un bridge collé. On l'a remplacé à cause, bien sûr, de l'environnement bactérien terrible. Et finalement, il m'a dit, écoute, j'en ai marre, fais quelque chose, parce qu'il vivait moitié, je crois, au Sénégal. Et puis ici, c'est un Normand, lui, d'origine, mais il va très bien en Afrique, il se sent très bien là-bas. Et donc, il m'a dit, écoute, fais quelque chose. Donc, finalement, j'ai éliminé les foyers infectieux. J'ai fait 2 implants obliques de chaque côté. Voilà sa situation avec le bridge en full zircone maxillaire et les fameux implants obliques à rattrapage d'âge. Il est heureux comme tout, c'est même pas la peine de penser de refaire quoi que ce soit, il reste comme ça, zircone en haut, PPMA en bas, chrome cobalt. Les contre-indications et les limites des implants obliques et action en général. Je voudrais quand même qu'on revienne sur le fond du sujet. Je vous ai parlé tout à l'heure du choix crestal qui est diamètre de la crête, je la mesure, elle doit être égale au diamètre de l'implant plus 2 mm, 1 mm de chaque côté. Bon, on peut descendre un petit peu, on peut essayer de gagner un peu. Voilà une patiente non fumeuse, femme de militaire, ils vivent à Kourou, ils vivent aussi sur la région, mais elle a des problèmes de santé. Maintenant, elle a 78 ans et son mari, qui est un militaire à la retraite, il me dit, à Nicole, il ne faut pas lui demander qu'est-ce qu'elle a, parce que ça va toujours mal, il faut lui demander qu'est-ce qu'elle n'a pas. Mais en fait, il y a toujours quelque chose, toujours tout le temps. Elle a un morphotype mandibulaire extrêmement étroit, non gérable, sauf si on fait des greffes d'apposition. Mais moi, je l'ai opéré sous anesthésie locale avec sédation, avec Jo. C'était au Claude. C'était très difficile. Alors, quand on regarde la radio, on se dit, tiens, je vais faire extraction implantation. C'est facile, ok, d'accord, oui, oui. Mais en réalité, voilà la situation, la vraie vie, c'est ça. La vraie vie, c'est ça. Ce sont des dents qui sont extra-massifs mandibulaires. Elles ne vivent, ces dents, que par l'os alvéolaire, mais qui est microscopique. Elles tiennent. Quand on voit, elles tiennent. Mais là, c'était plus possible. Ça bougeait dans tous les sens. Donc, on a fait le ménage. Et voilà aussi la situation. C'est une vraie classe 3. Avec quelqu'un, on voit que c'est quelqu'un de tendu. On voit le profil. Comme on dit, c'est elle, le général, la femme du général. J'étais aux hôpitaux des armées ici à l'Aveyron la semaine dernière, vendredi dernier, pour la formation avec mes collègues maxillofaciaux. C'est des gens qui ont ces dames-là, elles ont du caractère. Et donc, elles ne supportent rien. Vous voyez qu'en plus, il n'est pas question de faire quelque chose de raccourci. Avec un oblique, on ne peut pas le mettre parce qu'on n'a pas la largeur. Eh bien, il faut aller ici, sinon il va y avoir des problèmes de douleur cervicale, etc. C'est le bonheur des… Et voilà, on a équipé de cette manière, finalement, avec 6 implants. On a équipé de cette manière, et bien on va regarder, voilà. Ça tient la route. Ça, par contre, ça a maintenant une dizaine d'années. On arrive à 10 ans. Pas question d'utiliser. Donc, il faut d'autres cordes à notaire. Voilà, Pierre, 32 ans, dysplasie ectodermique. Je crois que c'est Pierre, son prénom. Il y a Didier Ménétré qui est là. C'est le jeune que tu m'avais adressé. Peut-être je me suis trompé sur le prénom. On l'avait opéré en 2003. C'est Didier Ménétré qui s'est occupé de lui depuis son tout jeune âge. C'est aussi Didier qui a fait ce montage. C'est lui qui a fait ce montage, donc qui a fait la planification préimplantaire que je suis tout à fait incapable de faire avec le logiciel. Et le voilà, donc 2003-2019, on a gagné 3 mm. Et le haut, il est toujours géré en conventionnel par le magnifique travail qu'a fait Didier à l'époque. Et c'est vraiment du bonheur et que là, on a gagné de l'os, etc. Le seul implant axial, on a pu le mettre là au milieu. Ailleurs, c'est totalement impossible. Voilà. Un autre, c'est Robert, que je connais bien. Un bon état général handicapé, autonomie réduite, crête hyper fine, non gérable, pareil. On l'a opéré il y a 34 ans, à l'âge de 37 ans. Le voilà, Robert, il est comme ça, au départ. Voilà, Robert. Je l'ai présenté à l'hôpital Lavran, je l'ai présenté vendredi, ce cas. Ce cas, eux voulaient
connaître un petit peu la basale parce qu'on voit qu'on a de beaux résultats avec la véritable basale. On ne peut pas passer avec des implants type Bauer-Schraube, là, c'est pas possible. C'est trop fin. C'est trop fin. Il faut vraiment l'ancrage latéral. On va venir avec des disques s'ancrer ici. Il faut surtout pas, on pourrait techniquement enlever cette lame. Si on enlève cette lame et qu'on vient mettre des axiaux ici, on va faire la chose la plus terrible qu'on peut faire à un patient, c'est enlever le mur de protection entre l'espace lingual et l'espace labial. Et là, vous allez avoir vos fameux implants cylindriques que vous avez réussi à placer, qui vont frotter en permanence avec les muscles de la langue et ceux de la houppe du menton. Et le patient, en pleurant, va vous demander de retirer vos implants, bien qu'ils soient parfaitement ostéo-intégrés, ce qui est quasiment impossible parce que c'est des mandibules atrophiques. Donc, nous, on conserve l'intégralité de ce mur vertical. Et je peux vous dire que c'est vraiment magnifique. Voilà, 34 ans après, pareil pour le haut. À l'époque, je ne connaissais pas les implants tubéro-ptérygoniens. Je ne savais pas mettre, je ne savais pas. C'était en 88. Ça a été quelques années après qu'on a commencé à équiper les zones tubéro-ptérygoniennes. À l'époque, je ne savais pas. Mais c'est toujours en place. Donc, voilà d'autres cas. Ça, c'est un cas que m'a adressé Laura, une consoeur donc, du sud-ouest qui me l'a adressé. Et donc, Pascal, elle a fait un très beau travail et elle a perdu 2 implants axiaux secteur 3 alors qu'elle a fait une réussite magnifique dans le secteur 4. Voilà, le secteur 4, c'est du fractal, c'est du Victory. Voilà. Secteur 3, pour des raisons inconnues, donc elle avait pu mettre des axiaux, des 8 mm, peut-être pas des 11 mm comme l'autre côté. Ils ont été perdus, donc on revoit Pascal. Qu'est-ce qu'on va faire? La situation est simple, donc on va s'occuper de Pascal. On voit que cette prémolaire ici, la 35, elle est perdue, on ne va pas la garder. Donc on va mettre un oblique ici. On va mettre un oblique ici et un disque ici, et ça suffit. Et on résout un problème majeur parce que c'est un vrai drame. Hein. C'est un vrai drame. Donc, bien sûr, on va retirer ça. Mettre une plaque ici, qu'est-ce qu'on fait devant? C'est compliqué. Alors que là, on va glisser l'oblique ici avec la même technologie. Voilà. Et puis, on a fait un bridge titane, T-base et PMMA. On a fait un bridge T-base PMMA. Je crois que ça a quelques mois. On vient juste de terminer ce cas. Ce qui est beau, c'est de voir qu'avec quelques millimètres supracrestal, on n'a aucune perte osseuse, aucune perte de sensibilité. Ça fonctionne à merveille. On a résolu un problème majeur. On n'a pas fait de mise en charge immédiate, là. Il ne faut pas tout mélanger. Hein. Ce n'est pas la baguette magique d'Harry Potter, ce truc-là. Hein. On attend 6 à 9 mois. 6 à 9 mois avant de le mettre en charge. Hein, j'ai mon ami Patrick Nouveau qui, en axial, quand il fait des cas difficiles, il attend jusqu'à 9 mois. Lui, il fait que de la différer. Hein. Même dans les gros cas, mais il ne fait jamais en mise en charge immédiate. Je le respecte parce qu'il a très peu de pertes. Il utilise aussi les disques. Bon, là, on fait bien sûr de la 3D qui confirme notre option. Et on va voir René, on va terminer sur ce cas clinique. René qui a 81 ans, bon état général, et elle a perdu non pas ses implants dans le secteur 4, mais un bridge. Donc là, j'ai fait extraction-implantation. Elle habite un petit village dans la RPI chez nous. Voilà la situation difficile. Vous voyez? Ici. Donc, on a profité le nerf alvéolaire inférieur qui sort là. Donc, j'ai fait l'extraction. J'ai placé les implants. Bien sûr, elle a attendu 6 mois. J'ai comblé avec Ivory. Vous allez voir que Ivory, c'est extraordinaire. Regardez cette zone ici. Et ici, la zone aussi d'extraction de la molaire. Hein. Énorme perte suite à l'extraction de cette molaire. Vous voyez, hein, c'est un trou gigantesque. Je me suis mis carrément dans ce trou avec le disque, hein, carrément. Ça ne gêne pas. J'ai tout rempli après. On a tout rempli. Et on a attendu 6 mois. Là, j'ai mis un prolongateur. Pourquoi? Parce que quand je fais ce genre de chirurgie, le tracé d'incision, c'est très important. Hein. Quand je fais l'incision, elle vient pratiquement jusqu'ici, jusqu'à l'incisive, jusqu'aux incisives. Je ne coupe pas droit. Je fais une incision angulaire comme ça. Et on ouvre. Et on recouvre tout. On ne met pas de vis de cicatrisation. Ça ne sert à rien, on n'en a pas besoin parce qu'on est supra-osseux. On est pratiquement à bon level, mais un bon level théorique, puisque là, tout ça, c'est du comblement avec Ivory. Donc, je ne risque pas d'avoir de soucis. Ce n'est pas la peine de mettre une vis de cicat parce que c'est un peu trop haut. Après, ça peut s'operculiser parce que les gens vont manger là-dessus de toute façon. Donc, je ferme tout. Tout est fermé et j'attends 6 mois. Progressivement, on voit les implants apparaître petit à petit.
Et puis, on a fini avec un bridge PMMA, PMMA et Zentex. Alors, l'armature en Zentex, vous la voyez, c'est le fameux, c'est quelque chose qui sort de l'aérospatial, c'est des matériaux aérospatiaux, des T-bases qui sont collés aux Zentex et une petite extension. Voilà, et on regarde ici la parfaite reconstruction grâce à Ivory. Le nerf alvéolaire inférieur, il sort ici. Voilà. Et on sait qu'il n'y a pas de souci, puisqu'on revoit toujours, moi, quand je fais ce genre d'opération, je revois le patient le lendemain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça ne m'est jamais encore arrivé avec ce type d'implant, mais ça m'est arrivé avec d'autres types d'implants. D'abord, là, on passe un minimum de forêt. En fait, on ne passe qu'un seul forêt. Et en cristal, il nous arrive, si c'est très dense, de passer un tout petit forêt très court, forêt mini, pour faire une contourcine cristal. C'est tout. Mais on passe qu'un forêt. C'est un forêt à étage très fin. Si j'ai un doute, je prends une RVG. Le lendemain, je vois mon patient ou ma patiente. Je pose la première question, est-ce que vous sentez votre lèvre? Impeccable, docteur. Ben oui, pourquoi? Oui. Si il arrive que le patient ne sente plus la lèvre, au bout de 24 heures, ce n'est pas grave. Vous avez encore pratiquement 21 jours pour vous retourner. Si vous filez de la cortisone, vous pouvez donner de la vitamine B si vous voulez, etc., bien sûr. Vous faites faire aussi, vous pouvez donner aussi pour fluidifier le sang, donner de l'aspirine si les gens le supportent. La cortisone, c'est 60 mg par jour pendant 3 jours. Et après, de manière décroissante, encore pendant 4 à 5 jours. Si vous voyez qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, il y a une perte totale de la sensibilité, vous retirez votre implant. C'est tout, vous le retirez. Vous comblez un petit peu en surface, en haut, et on reprendra le tir plus tard. N'attendez pas l'ostéo-intégration de cet implant en espérant qu'il va se passer quelque chose de miraculeux. Est-ce que le patient va retrouver tout de suite la sensibilité? Ce n'est pas sûr. Moi, je dis aux patients, ça m'est arrivé en axial, de retirer un implant, parce que j'étais manifestement trop près. Quand je prenais la radio, ça avait l'air bien, mais c'est au forage que j'ai dû créer un problème. J'ai dit aux patients, écoutez, maintenant, ne venez pas tout le temps, je vous vois, ça commence à aller mieux, mais ce n'est pas parfait. Pendant combien de temps ça va être? 90 jours. Dans 90 jours, c'est parfait. Mais entre-temps, ne vous mordez pas la lèvre, n'essayez pas de toucher à rien, 90 jours. Et 90 jours, ça passe. Si vous laissez l'implant, en espérant, alors il y en a, je dévisse un peu, je fais tout ça. Tout ça, c'est des gestes nuls, parce que vous dites simplement au patient, écoutez, c'est comme une roue de bagnole, elle est crevée, on la change, et puis c'est tout. Je sors l'implant, je le mettrai plus court la prochaine fois, ou je mettrai un implant basal à insertion latérale, mais je ne vais pas attendre qu'il s'intègre, parce que s'il s'intègre, là, c'est un autre problème. Hein. Donc, il faut reconnaître qu'il y a un souci. Donc, vous identifiez le souci, vous voyez qu'il y a une perte totale de la sensibilité, ce n'est pas agréable au bout de 24 heures, c'est pas bon, mais ça peut revenir, donc cortisone, etc. Je regarde encore, je me donne encore 3 semaines. Au bout de 3 semaines, vous dites, vous savez, et vous la prévenez déjà. Si ça ne revient pas, il faut retirer l'implant. Ce n'est pas grave, on le remettra plus court, puis c'est terminé. Si vous commencez à essayer de prendre le patient pour un imbécile, ce n'est pas bon. En chirurgie, il faut déjà avertir le patient qu'il peut y avoir des soucis, on le sait, ce n'est pas une méthode précise à 100%, ce n'est pas des mathématiques. Et on voit même que dans des choses soi-disant parfaites, on peut avoir des soucis. Donc, avertissez les gens de ces problèmes. Voilà. Je crois qu'il est quelle heure maintenant? 7 heures. C'est bon. 7 heures. Voilà. S'il y a des questions, je suis à votre écoute. Merci, docteur. Je vous invite tous à réactiver vos micros pour poser vos questions en direct au docteur. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Alors, moi, j'en ai une. Ça concerne donc l'état de surface de l'implant. Donc, c'est un implant lisse. Et j'ai souvent des praticiens qui me posent cette question concernant l'ostéo-intégration. J'ai souvent donc, des praticiens qui
qui reste sur le dogme que les surfaces lisses s'ostéo-intègrent moins vite que les surfaces rugueuses. Et moi, j'aurais bien aimé avoir votre avis sur ce point-là. Alors, qu'est-ce que ça nous a apporté, les surfaces rugueuses? Pourquoi on les a utilisées? J'étais un des premiers à utiliser des surfaces rugueuses avec des disques. D'accord? L'histoire de plus vite, moins vite, c'est de la biologie osseuse. Je vois mal comment une surface rugueuse va entraîner une ostéogénèse plus rapide. Hein. L'ostéogénèse, c'est un mécanisme biologique très complexe, donc je ne vois pas très bien le discours. Mais il faut reconnaître une chose, pourquoi j'ai utilisé le SLA à la surface rugueuse, il y avait deux choses qui nous intéressaient. La première chose, on s'est dit, ben, ça augmente la surface de contact avec le tissu osseux, puisque c'est rugueux, il y a des trous, il y a des machins, etc. Premier point. Deuxièmement, pour l'axial, on s'est dit, le rugueux, c'est vrai que quand on le visse, on a une meilleure tenue au départ. Donc, on part plus vite. C'est l'histoire du lièvre et de la tortue. C'est-à-dire, on part plus vite, il y a un meilleur blocage. Alors, si on se dit un meilleur blocage, peut-être que, effectivement, vous savez que la stabilité primaire absolue, c'est essentiel. On va gagner la bataille de l'ostéo-intégration. On oublie quand même que tout le travail sur l'ostéo-intégration a été fait par Bradmark sur des surfaces lisses, 100%. Il n'y a jamais eu de surface rugueuse et que ça a donné des résultats fantastiques. C'est pour ça qu'on a tous fait les implants ostéo-intégrés. OK. Pourquoi il y a eu cette explosion des surfaces lisses? Eh bien, parce que l'industrie s'y est mise. On a gagné effectivement en tenue. Et pour ceux qui débutaient, c'est vrai, c'est l'histoire du lièvre et de la tortue, on a un gain immédiat, c'est vrai. Quel est le problème? Eh bien, comme je vous l'ai montré tout à fait au début, si vous étiez là, vous le savez, j'ai fait partie des 7 experts mondiaux, hein, avec Fouad Khoury et puis bien d'autres, et Giovanoli, à la recherche du problème de la périimplantite. Le problème, c'est que maintenant, on est rattrapé, ceux qui ont continué avec les surfaces rugueuses, par la périimplantite. Moi, j'étais un des premiers à m'en apercevoir parce que je travaillais dans des faibles volumes. C'est-à-dire que mes disques rugueux ont présenté un phénomène que je ne connaissais pas, la périimplantite. Quand vous lisez le bouquin de Bradmark, hein, c'est un gros bouquin, vous regardez, à aucun moment, ni dans la bibliographie, ni rien, on parle de périimplantite. On ne sait même pas que ça existe. Donc, ça a été créé par l'homme, en fait. Et le problème, c'est qu'effectivement, on a des implants rugueux qui tiennent la route depuis 20 ans, 30 ans même, qui n'ont jamais posé de problème. Et c'est pour ça qu'il y a de la confusion. Et puis d'autres, maintenant, on a des tonnes de périimplantites pratiquement de partout. Et moi, j'ai exigé que Straumann, qui fabrique pour nous, jamais de surface rugueuse, j'en veux pas. Parce que j'ai placé plus de 45 000 implants, que j'ai un taux de périimplantite microscopique et qu'on ne me fera pas changer d'idée, même si la planète entière est à 98% avec des surfaces rugueuses. Ceci étant, ça ne suffit pas pour avoir l'explosion de périimplantite. C'est pour ça que c'est très confus. Et maintenant, on sait la vérité. Il y a eu un papier de Fabienne Giordana qui est sorti en 2018, en décembre 2018, qui a fait une méta-analyse fantastique qui dit ouais, c'est le rugueux qui fout le bazar. Pourquoi? Il faut un deuxième phénomène. En fait, pour que le rugueux s'exprime et relargue un relargage important de particules de titane. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous suivrez mon Zoom, j'en ai un sur les périimplantites, où tout est expliqué. Hein. Avec Jean-Claude Amou, on a fait des prélèvements dans le site où on voit des particules de titane. Il faut en fait une activation mécanique. Il faut que ce sont des zones où le patient il mastique de manière puissante. Et en général, où c'est qu'on trouve majoritairement les périimplantites dans un taux incroyable, c'est dans les zones latérales mandibulaires. C'est-à-dire grosso modo en zone molaire, prémolaire, mandibulaire. Deuxième prémolaire, première molaire, là on en trouve des paquets, et bon, on sait que c'est ça, quoi. Voilà. Donc, alors, comment on peut résoudre avec une surface lisse, puisqu'elle a un désavantage d'avoir une moins bonne accroche initiale, et ça c'est vrai que mes collègues, ils ont eu raison de dire pourquoi ça nous donne un avantage, pourquoi on va le perdre? Mais parce qu'après on se fait rattraper par la patrouille. Donc, eh bien, on sous-fort. On a appris depuis, avec des différentes techniques, avec Versa, avec plein de techniques qui existent sur le marché, à sous-forer
à moins utiliser de forêt. Là, je n'utilise qu'un seul forêt pratiquement. Et à ce moment-là, le lisse, eh bien, il arrive à coincer bien et on ne le perd pas. Voilà. Donc, moi, on ne me fera jamais revenir en rugueux, c'est terminé, c'est fini. Fini. J'ai fait 2 ans de rugueux entre 90 et 92. Et j'ai arrêté parce que j'ai eu des périimplantites que je n'avais jamais vues avant. Et dans les zones, je vous dis, il faut qu'il y ait aussi la mécanique qui s'en mêle. Hein. Parce que si vous mettez un implant rugueux dans un endroit où c'est protégé, par exemple en paro, où on fait beaucoup de sectoriel, hein, les paros, moi j'ai fait ma paro à Boston, si vous extrayez une dent, vous mettez un implant rugueux, ben, il ne se passe rien. Il y a toutes les dents à côté, la proprioception, c'est super protégé. Mais si vous arrivez dans un os qui a déjà supporté un appareil dans les zones latérales mandibulaires, qui est très corticalisé, vous allez mettre votre implant, il va prendre de manière magnifique, vous allez le faire travailler, ben vous allez introduire, il n'aura pas fromage là-dedans, il n'aura pas os. Hein. Vous avez des torsions autour de la zone, et quand on voit… Alors, la périimplantite, c'est terrible parce que le patient, des fois, il a pas mal. L'implant, il tient encore sur 2-3 mm, il a perdu 7-8 mm. Et là, nous, on est allé dans cette espèce de bouillon de culture, on est allé, j'ai donné au biologiste, à Jean-Pierre Almou, qui a des marqueurs spécifiques, mais là, on a des marqueurs extraordinaires. Et il a découvert, bien sûr, dans les macrophages, il a trouvé des particules de titane. C'est tout. Voilà. Merci, docteur. C'était très clair. Je peux intervenir ou pas? Oui. Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour, Gérard. Merci. Deux questions, enfin une remarque ou oui, 2 questions. Compléter ce que tu viens de dire sur ces périimplantites, sur ce que j'appelle le triangle des Bermudes, là, 35-36 ou 45-46, où j'ai l'essentiel de mes soucis. Est-ce que, précise-nous un peu l'apport des disques implants sur ces zones-là pour corriger ça? Est-ce que biomécaniquement, est-ce que c'est des implants qui fonctionnent différemment pour que justement, en plus de leur état de surface, ça permet de résoudre ces problèmes-là au niveau mécanique? Oui. Alors, je vais te dire, récemment, un de mes élèves, Charles Minouillan, je ne sais pas s'il est là, il m'a envoyé un patient qui est un monsieur qui vient du Cameroun, je crois, c'est un costaud ici, type adorable, un balèze. Il a mis 2 implants lisses de chaque côté. Un en 46, un autre en 36. Voilà, de chaque côté. 2 implants lisses de chez Victory, etc. Et quelques temps après, on perd ces 2 implants. D'accord? Ils sont expulsés. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? On va en remettre encore un autre. Ils sont encore expulsés. C'est-à-dire qu'il y a une force mécanique géante. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, on a un problème, c'est que sa spongiosa, n'arrive pas, pourtant c'est des mises en charge différées, hein, n'arrive pas à fabriquer suffisamment d'os rapidement pour ostéo-intégrer l'implant axial qui est dans la spongiosa. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, en fait, on a une stabilité primaire au départ, mais que l'activité physique de ce patient, quand il mastique, quand il force dessus, fait que l'implant, en fait, il est jamais, bien qu'enfoui, il n'est jamais vraiment absolument stable. Donc, moi, j'ai retiré ces 2 implants et j'ai mis des implants de diamètre 9 mm, mais en insertion latérale de corticale à corticale, et c'est terminé. Maintenant, il a ses dents. Il a tribulé pendant 2 années, on a tourné autour du pot, et là, je pense que ce soit rugueux, que ce soit lisse, il y a des zones où les turbulences sont telles que j'arrête de mettre des implants axiaux et je mets carrément un double disque ou un simple disque. C'est un joker fantastique. Moi, je parle de mes propres échecs. Hein. Je n'aime pas trop critiquer les autres. Je vous ai montré surtout des cas que j'ai réalisés. Et le cas dont je viens de vous parler, c'est des échecs. Les miens, ceux de mon élève, mais aussi les miens. Parce que moi, j'ai encore tenté un axial plus large, puisqu'il y avait de l'os en quantité. Donc, je l'ai fait aussi sur une personne qui dans une zone soi-disant royale, au niveau d'une 21, où j'ai perdu 2 fois un implant axial, et je ne comprenais pas pourquoi. Cette personne, elle est chanteuse, et donc elle fait vibrer terriblement. La voûte palatine, c'est une caisse de résonance où il y a tout qui vibre. J'ai mis une fois un Fratex, mes gars là-dedans, je l'ai perdu. J'ai dit, qu'à cela ne tienne, je vais en mettre un peu plus large, je l'ai perdu. Et finalement, j'ai mis un double disque que j'ai bloqué.
parfait, et maintenant, c'est terminé, on n'en parle plus, la SADA. Ça m'a pris quelques mois. À un moment donné, j'arrête avec l'implant, qu'il soit axial, rugueux ou pas rugueux, c'est même plus un problème, et je me mets de cortical à cortical, par incision latérale, et ça, je sais que c'est indestructible. Voilà. Donc, il faut évaluer les situations mécaniques. Si vous avez des échecs avec l'axial, des échecs multiples, hein, je parle de 2 échecs, après on arrête. Hein, ou le patient, il en a ras-le-bol, il change de dentiste, il se dit, je me suis trompé, je vais ailleurs. Hein. Voilà, il y a des choses qui sont majeures. Un, l'activation ostéogénique. C'est très important. Mais là, j'avais chez mon collègue africain, j'avais un os très dense, donc je n'avais pas à faire de l'activation ostéogénique. Simplement, je voyais que, et quand j'ai retiré l'implant qui s'était mis à bouger, ben, il y avait de l'os, mais autour, il y avait comme une chaussette fibreuse. Je ne peux pas appeler ça une périimplantite, parce que la périimplantite, l'implant, il s'intègre. Là, j'avais une chaussette fibreuse, c'est-à-dire qu'il y avait une vibration qui se faisait et la position osseuse ne pouvait pas se faire. Par contre, quand j'ai mis latéralement, comme dans un tiroir, j'ai mis mon disque de 9 mm, je l'ai bloqué de chaque côté, vis d'ostéosynthèse, tout recouvert, attendre 6 mois, ben, ça a marché. Voilà. Ce sont des subtilités, tu as raison de les souligner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc et qu'un implantologiste exclusif, toi tu es comme pratiquement exclusif, je sais que tu es dentiste généraliste, ce qui est extraordinaire, c'est d'arriver à avoir non seulement le joker de l'axial, mais aussi celui de la basale. Ça, c'est fantastique. Une deuxième question aussi sur l'oblique. Les premiers qui sont sortis avaient 18 mm, on a sorti un de 14. Est-ce que ça a Oui, été de suite à des conséquences des difficultés opératoires, des échecs, oui, une oui. non-utilisation finalement, enfin une Pas d'échec, pas non-nécessité de cette d'échec. longueur? Oui, C'est oui. quoi le choix? On- Critère de Alors, choix. le choix, ça a été, comme toujours, hein, quand on sort un premier modèle de voiture, hein, tu sors le modèle classique et après tu te dis, il faut un 4x4. En réalité, on s'est aperçu que c'est tellement dense au bout qu'avec le 18, on restait bloqué. Et pour aller le sortir, c'est pas facile. On y arrive, hein, attention, hein, c'est très costaud. On y arrive, on le sort, mais on se dit, mince, si d'emblée, quand tu fais ta planification, tu vois qu'un 14, ça suffit, c'est pas la peine d'aller. Et d'autre part, il y a une règle très simple. Hein. Quand l'os est très, très dense, c'est inutile d'aller mettre du long. Vous êtes tout de suite dans du dur. On le voit, nous, quand moi je suis un ancien grimpeur de falaise, hein, et bien, quand on a un granit très dur, ben, il suffit de mettre un clog là-dedans, hein, un appui qui arrive à tenir 2 tonnes, ce n'est pas la peine de mettre quelque chose de profond. Donc, vous avez la possibilité dans l'os dense de mettre du court, ça chauffera moins, et mettez du 14 au lieu du 18. Par contre, si vous voyez que l'os, après, il y a un problème d'âge. Hein, la personne qui a 80 ans, elle n'a pas un os aussi dense que ça. Donc, vous allez rentrer dans quelque chose d'assez souple. Et là, ça vaut le coup de mettre du long. Par contre, si d'emblée, vous tapez sur quelque chose de très dense, mettez du 14, arrêtez-vous, ce n'est pas la peine. Vous allez chauffer, c'est inutile. Le 18 étant plus souvent utilisé au maxillaire supérieur, j'ai vu, pour aller Oui, chercher des oui, zones denses de pour plus éloignées. atteindre, oui. Pour atteindre, oui, mais je sais qu'à la mandibule, souvent, il m'est arrivé de mettre du 14. D'ailleurs, je le sais avant d'opérer. Hein. Je le sais avant d'opérer. Et puis, en cours d'opération aussi, quand vous allez passer pratiquement on passe qu'un forêt unique, parce que quand vous passez votre forêt pilote, bon, après, vous pouvez passer aussi un forêt fractal pour élargir au niveau de la crête, qui a déjà été préparé avec le fourreau et la fraise diamantée que je vous ai montré. Hein. C'est important, ça. Déjà, de bien vous guider avec cette fraise diamantée. Elle vous permet de vous donner un fourreau, c'est-à-dire que vous allez glisser là-dedans votre forêt pilote, vous n'allez pas déraper sur les côtés, puisque vous avez déjà un beau fourreau qui a été préparé. Hein. Vous avez un avant-trou qui est fantastique. Mais quand vous allez commencer à forer, vous allez voir tout de suite avec votre main si c'est très dur ou si vous êtes dans de la biscotte. Donc, le choix, il est vite fait. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre le sens tactile. Moi, je dis à mes jeunes qui sont excellents, qui font de l'implantologie guidée, faites gaffe de ne pas perdre le sens tactile. Hein. C'est majeur. Hein. Parce que si vous faites de la trologie, vous mettez un guide boum, 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 comme ça, vous n'avez pas la. Il faut garder la sensation tactile. C'est fondamental pour savoir si en bout de course, parce que là, dans ces implants obliques, on va chercher en bout de course un mur vertical qui soit dense, cortical. Par exemple, le pilier canin. Au niveau maxillaire, on commence à forer à partir de la 15 ou de la 25. Pour atteindre, l'embout, il va finir en 13 ou en 23. C'est comme ça qu'on fait.
Très bien, merci. Vous avez une question dans le chat. Quelle est l'épaisseur du disque d'un disque implant et quel est le diamètre du col? Non, le diamètre, alors il y a deux choses. Le diamètre du corps de l'implant, c'est-à-dire l'axe vertical, c'est 2 mm, 2,2 mm. L'épaisseur du disque, l'épaisseur, c'est 0,5 mm. Et la partie crestale prothétique, c'est le même diamètre qu'un implant axial. C'est 4,5 à la sortie. Okay. Merci. Mais on reste à ce moment-là supracrestal. L'astuce, c'est supracrestal. Ou si on veut être infracrestal, il faut imaginer ça, il faut avoir la spatialisation. On crée une box, on a un instrument pour créer une box. Si on veut enfouir partiellement l'émergence crestale du disque implant. En fait, on peut les mettre dans 2 mm. Le reste supracrestal. On se sert, comme l'ont montré plusieurs, du disque implant qui est au-dessus de l'os pour faire un piqué de tente. Ça fait piqué de tente et on remplit avec du biomatériau. C'est-à-dire qu'on va gagner 2-3 mm. Ça vous fait une ROG crestal. Au lieu d'aller mettre, comme je vois faire une membrane, vous pouvez faire ça aussi, hein, une membrane métallique et tout, vous servez de la sortie de l'implant qui va remonter, comme je l'ai montré dans le petit schéma, remonte de 3-4 mm la gencive, hein, vous remontez tout le système. Il faut bien sûr bien libérer le périos. Et à ce moment-là, vous allez utiliser le disque en péropératoire pour faire de la ROG à ce moment-là. Ça va vous faire gagner de la hauteur. Et deuxième question de Victor Buscato. Encore merci Gérard. Oui. Comment fais-tu pour avoir une pêche d'un gamin de 20 ans? C'est vrai. Et c'est tout. Bien, écoutez, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end à tous. Au plaisir de se revoir bientôt. Merci Gérard. Merci à tous. Bonne soirée.